Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, le débat politique sera consacré au FPI, le Front populaire ivoirien. À l'origine, le FPI, créé en 1982 dans la clandestinité, est un mouvement d'obédience marxiste-léniniste. Il se constitue en parti politique en 1988 et est officiellement reconnu en 1990. Au pouvoir sous la présidence de Laurent Gbagbo de 2000 à 2011, le FPI est aujourd'hui un parti d'opposition. Le lundi 9 août, l'ancien président Laurent Gbagbo a rendu public son intention de créer un nouveau parti politique mettant fin au bras de fer juridique qui l'oppose depuis plusieurs années avec Pascal Afine-Guesson pour le contrôle du parti. De son côté, le président du FPI a annoncé samedi dernier que Laurent Gbagbo ne fait plus partie du FPI. Le divorce est donc bien consommé entre ces deux anciens alliés. Alors comment en est-on arrivé là? Pourquoi ce schisme au sein du FPI? Quels sont les points de discorde entre ces deux protagonistes et quel sera l'avenir du FPI et de la gauche ivoirienne? Pour en parler, je suis en compagnie de Dr Flan Moké César, politologue, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan, le CRPA. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Dr Eddy Guipier, analyste politique, enseignant-chercheur à l'université de Korogo. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir madame. César Etou, journaliste et ancien directeur général de Notre Voix et actuel directeur général de La Voix originale. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Guillaume Bateau, journaliste à Notre Voix et analyste politique. Bonsoir et merci aussi d'avoir répondu présent à cette invitation. Bonsoir Fatim, merci de nous avoir invités. Alors, messieurs, on va commencer par l'histoire du parti politique, c'est-à-dire le FPI. Docteur Eddy Guipier, dans quel contexte politique, finalement, national et international, le FPI a vu le jour clandestinement d'abord en 1982? Alors, avant de parler de 1982, il faut d'abord évoquer une date charnière, celle de 1968, qui marque ce qu'on appelle le serment de Strasbourg, où 4 camarades sont Assoadou, qui était dans sa chambre d'étudiant à Strasbourg, Zadi Zaourou, Laurent Gbagbo et Traoré Mamadou Di le Puissant vont faire le serment de lutter contre le parti et la pensée unique. Donc c'est une date charnière qui marque le début de beaucoup de choses et qui unit pas mal de personnalités socialistes, d'abord marxistes, puis socialiste de la vie politique ivoirienne. Nous avons 1982, comme vous l'avez dit, 1982 où il crée l'organisation, Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Aboudraman Sangaré, Boga Doudou. 1982, qui est une date charnière aussi, avec le présumé complot des enseignants, où Laurent Gbagbo part en exil. Il revient en 1988, dans les conditions que l'on connaît, et en novembre de la même année, en 1988, il va mettre en place le Front populaire ivoirien avec le congrès constitutif à Dabou. Autour, on va dire, à peu près des mêmes personnes. Voilà. En 1990, vous l'avez dit vous-même, le parti est légalisé. Il faut comprendre que le FPI était à la pointe du combat pour le multipartisme et que le parti unique de l'époque et son dirigeant, Félix Houphouët-Boigny, était contre ce multipartisme intégral. Voilà. 92, première crise avec l'emprisonnement, puis 96, présidentialisation du FPI, et enfin 2000 où le FPI prend le pouvoir. D'accord. Alors, on va rester sur l'origine avant d'aller aussi loin dans le temps. Docteur Flan Moké, Laurent Gbagbo et Simone Eyivé, à l'époque, qui viendra son épouse en 1989, sont deux figures emblématiques du FPI et de la vie politique ivoirienne. Quels étaient finalement leurs parcours avant la création de ce parti et leurs influences respectives, à la fois idéologiques, philosophiques ou autres? Merci. Je pense que vous l'avez si bien dit. Il s'agit de deux figures emblématiques de la vie politique ivoirienne, mais principalement du Front populaire ivoirien. Le chemin de Laurent Gbagbo et de Simone Eyivé se sont rencontrés dans les années 1970. Et à partir de cette date-là, il y a eu une sorte de vision commune pour conduire la lutte. Mais c'est principalement dans la clandestinité, comme l'a relevé tout à l'heure Dr Guipier, que le combat politique va prendre une forme vraiment précise au moment où le combattant Laurent Gbagbo va en exil. C'est Simone Eyivé Gbagbo qui se charge de la direction du Front populaire ivoirien en Côte d'Ivoire ici,
au moment même où elle dirige également le SINARES. Donc, mais quelles sont leurs influences idéologiques? On veut comprendre quel est le fondement idéologique de ce parti. Au départ, on a senti dans ce mouvement politique-là une culture marxisante. Donc il y avait des prémices de l'idéologie marxiste. Déjà, il faut dire que c'était une tendance générale pour ceux qui s'opposaient aux différents régimes sur le continent. On peut citer beaucoup d'exemples. Et progressivement, ce sont deux personnalités qui sont convaincues de l'idéologie de la social-démocratie qui a été portée par le Front populaire ivoirien. Alors, Guillaume Bato, Front populaire ivoirien a donc été créé par Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, mais accompagné de certains nombres de personnalités. Dr Guipé nous en a cité. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi? Quel était le noyau dur? Et puis, finalement, quel était l'objectif dès le départ de ce parti? Oui, Dr Guipé a parlé du serment de Strasbourg, mais je voudrais dire que le Front populaire ivoirien est l'héritier d'une longue tradition de gauche en Côte d'Ivoire. Bien avant l'indépendance, on a des figures de gauche comme Dian Bailly, Aris Noël Fauté, mais après, on a Zadi Zaourou, Francis Vaudier. Donc, je veux dire que le FPI n'est pas un fruit spontané. Il y a une longue culture de gauche depuis les luttes pour les indépendances. Et puis, progressivement, cette lutte-là, c'est vrai, avec l'instauration du parti unique, les porteurs de ce projet vont rentrer en clandestinité. Et puis, bien entendu, va naître le courant incarné par Laurent Gbagbo. Et comme vous le dites, il y avait beaucoup d'autres personnes. Moi, j'ai discuté avec quelques témoins. Par exemple, ceux qui ont milité au sein du MID, le mouvement d'initiative pour les droits démocratiques en France. Quand le président Gbagbo va en exil en France, il y a un foisonnement, il y a beaucoup de cellules estudiantiles là-bas qui travaillent. Le président Gbagbo travaille à les mettre ensemble. Donc, tous ceux qui ont milité au MID, qui était à l'époque dirigé par Maurice Lorion, et avec les gens comme Thierry Boukalo, Guéoun Augustin, Dadier Codier, tout cela se considère aussi, Abadon Melo notamment, tout ça se considère aussi comme des membres fondateurs. Donc, il y avait tout ce bouillonnement sous le parti unique. Effectivement, il y avait donc la cellule à Abidjan que le président a créée avec Mme Gbagbo et bien d'autres. J'ai parlé de Zadi Zaourou, qui était un peu leur mentor à eux deux, avant que le président se rende en France, parler avec les MID, etc. Donc, c'est un grand mouvement qui est parti. D'abord, à l'origine, il y avait celui clandestine. Chacun évoluait dans son registre. Et on va dire que le rassemblement, tout ça va se faire à partir de 82, avec l'exil du président Gbagbo. Son retour en Côte d'Ivoire pour le Congrès constitutif. Donc, il y a une panoplie de figures qui ont incarné ce parti au Congrès constitutif, mais surtout à la proclamation du multipartisme. Alors, monsieur Etou, est-ce que dès l'origine de la création donc, de ce parti, il y avait des tensions, des distensions? Est-ce qu'il y avait différentes branches ou tendances au sein du FPI avant le schisme que l'on connaît aujourd'hui? Un parti politique ne peut pas naître à partir de tensions. Les seules tensions qui existaient, c'était des tensions entre ceux qui se proclamaient démocrates et ceux qui étaient au PDCI, RDA, parti unique. En dehors de ça, comme ils viennent de le dire, il y avait un foisonnement de démocrates dans le pays et à l'extérieur. Alors, ce qui se passe, c'est que les 5, Laurent Gbagbo, Simon Neve Gbagbo, Sangaré Aboudraman, Émile Bogadoudou et Pascal Dago Kokora, se réunissent pour former une organisation. Mais l'organisation trouvera son nom en France. Et ceux qui la baptisent, c'est Laurent Gbagbo et Ouraga Obou, avant de revenir au retour d'exil de Laurent Gbagbo en 88 pour aller faire le congrès constitutif à Dabou et nommer cette organisation le Front populaire ivoirien. Mais pourquoi Front? Justement parce que dans ce foisonnement de démocrates à l'époque, il y avait plusieurs tendances. Il y avait des marxistes, des léninistes, on parlait même de trotskistes, vous voyez. Nous, on était jeunes, on ne connaissait pas tout ça. Mais c'était tout un foisonnement d'idéologies qui s'entrechoquaient, mais qui ont, pour le multipartisme en Côte d'Ivoire, pour la démocratie, pour la social-démocratie, ont accepté de se mettre ensemble pour conduire la lutte jusqu'à ce qu'on ait le multipartisme tel qu'aujourd'hui on le connaît.
Je sens que vous voulez réagir, M. Bato. Une précision. César a dit que le nom du parti est trouvé à Dabo. Non. Le nom du parti... Je n'ai pas dit Dabo. Le nom du parti est trouvé à Paris, mais au terme d'une réunion, justement, j'ai parlé du MID, de toutes les figures importantes du MID. Cette réunion a eu lieu à Vitry, chez Guy Laberty. Et ce jour-là, ces personnes que j'ai citées étaient présentes. Et c'est au terme des discussions que, compte tenu des divergences, parce que César l'a dit, des trotskistes, des marxistes, des sociaux-démocrates, tout ça, sont mis ensemble, comme le Front populaire en France en 1936, pour dire, tous les mouvements de gauche, mettons-nous donc comme le Front populaire en 1936 en France, pour devenir le Front populaire ivoirien. C'est la précision que je voulais faire. C'est la précision. Alors, quelle sera... Vous avez cité de noms de grandes figures liées à la vie politique ivoirienne et depuis les indépendances, mais quel sera le rôle très précis des Ebou Gbagbo à l'accession au pouvoir du FPI? Alors, d'abord, il faut comprendre que Simone Veil, à l'époque, était une syndicaliste qui faisait ses armes à la GEC, Jeunesse estudiantine catholique. C'est là qu'elle a été recrutée par Bernard Zadi-Zaourou. Donc c'était d'abord une recrue de Bernard Zadi-Zaourou qui la met en contact avec Laurent Gbagbo dans les nombreuses cellules dont on parle. Voilà là où elle fait ses armes. Donc quand elle rencontre Laurent Gbagbo, je pense que tout de suite, ils partagent des points de vue assez poussé, peut-être plus poussé même qu'avec son maître qui est Bernard Zadi-Zaourou. Voilà comment le couple politique se constitue. Mais après, par la suite, comment on arrive à ces réunions d'une syndicaliste et d'un enseignant à le président de la République et la première dame? Il y a eu tout un cheminement, on imagine. Bon, je ne sais pas si... Allez-y, on va faire tourner la parole, la distribuer. Donc le FPI est créé et reconnu officiellement en 1990. À l'époque, le secrétaire général s'appelle Laurent Gbagbo. Simon Gbagbo, deuxième secrétaire général, chargé de la formation politique. Donc c'est elle qui prend en main la formation des militants qui arrivent un peu de partout. Et puis le secrétaire général qui est Laurent Gbagbo est la tête pensante, la tête de file. Et ce parti va prendre l'avance sur les autres partis politiques de l'opposition de l'époque parce que à la proclamation du parti, il y avait beaucoup de partis. Mais va prendre sérieusement de l'avance avec l'élection présidentielle de 1990. Quand le président Gbagbo se présente contre le président Houphouët-Boigny, bien entendu, la campagne présidentielle est un élément moteur, puisqu'il a l'occasion de parcourir le pays, de faire campagne, donc de se faire connaître, les idées du FPI, qui étaient déjà consignées dès 88-89 dans le premier livre qui s'appelait Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique, où le FPI disait déjà ce qu'il souhaitait pour la Côte d'Ivoire. Un pays de liberté, un pays de démocratie, un pays où tous les citoyens sont égaux, mais aussi surtout le refus du parti unique. Donc la campagne de 90 projette sous les projecteurs la figure de Laurent Gbagbo, celui-là qui défie... C'est un tournant. Est-ce qu'on peut le qualifier de tribun comme on qualifie d'autres personnalités politiques? Oui, un tribun hors pair. Un tribun hors pair, mais il n'y a pas que la maîtrise de la rhétorique et de la parole qui confère sa stature, son autorité, etc. Alors, Guillaume le disait tout de suite, il y a eu beaucoup de partis aujourd'hui dont on parle peu, parce qu'en Côte d'Ivoire, en 1990, le multipartisme a été intégral. En 1974, au Sénégal, il y a le multipartisme, mais qui est limité à 3 partis politiques. Donc, vous voyez que lorsqu'on ouvre la participation politique, il y a plusieurs partis qui se créent et aujourd'hui on parle en tout cas de peu de partis. Alors c'est quelqu'un qui a très tôt compris qu'il fallait se rapprocher des populations. Voilà, qui a beaucoup voyagé, qui s'est rapproché des Ivoiriens, qui n'a pas eu un parti politique. Mais est-ce que son statut d'enseignant ne l'aidait pas déjà, n'y prêtait pas? Ah mais bien sûr, des formations professionnelles, bien entendu, des formations professionnelles, avocats, enseignants, on va dire, on a l'habitude de parler dans des amphis de 300 à 400 étudiants, donc il y a cet avantage-là. Mais décloisonner, on va dire, le parti, faire en sorte qu'il puisse quitter Abidjan pour rejoindre la brousse, voici un peu la griffe de Laurent Gbagbo. Oui, je voudrais ajouter à ces facteurs qui ont été énumérés par Guillaume et Eddy, en disant ceci. Nous sommes en 1990,
il y a des facteurs d'ordre exogène qui influencent la réalité politique en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est le discours de la Baule qui permet aux systèmes politiques africains de s'ouvrir. Donc, les systèmes politiques post-coloniaux de type parti unique qu'on avait notamment en Afrique francophone vont accepter la cohabitation ou bien le partage de l'espace avec d'autres forces. Il faut dire qu'à l'approche de 1990, les 30 années, déjà les 20 années, pardon, les 20 années passées au pouvoir par le parti unique vont commencer à montrer ses limites. Vont commencer à montrer leurs limites. Leurs limites, en ce sens où, à partir de 1980, la crise économique va intervenir. Ces situations-là vont pousser les populations ivoiriennes à ne plus voir ou à voir de moins en moins en le président Houphouët-Boigny et en le PDCI-RDA la solution de la Côte d'Ivoire à venir. Il y a également la volonté de la liberté des populations. Et tous ces éléments-là coïncident et favorisent le président. Alors justement, vous me permettez de poursuivre dans ce sens, parce que je vous demandais le rôle de ce couple très célèbre dans l'accession au pouvoir du FPI, parce qu'on se demande si cette attention politique est due à une stratégie méthodique, précise, de Laurent Gbagbo en outre, ou aux vicissitudes de la vie politique ivoirienne, comme l'affirmait récemment Jean Bonner dans une, voilà, on va dire une tribune qui n'est pas passée inaperçue et qui, je précise, est ancien bras droit du président du FPI, Pascal Afine-Guessant. Vous savez, les organisations qui naissent doivent leur solidité à l'acceptation même de la hiérarchie, d'abord à l'intérieur. Pour parler du couple Laurent et Simone Gbagbo, je peux dire que dès le départ, Simone Gbagbo a accepté de comprendre que Laurent Gbagbo est le chef de file de toute cette opposition. C'est la première chose. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de contestation du leadership à l'intérieur. C'est les deux qui finalement s'en vont recruter les autres. D'ailleurs, le président Laurent Gbagbo le rappelait la dernière fois au comité central, le 9 août, que c'est Simone Gbagbo lui-même et docteur, j'oublie son nom, notre ancien ambassadeur Richard Kodjo, qui s'en vont recruter les autres. Mais à partir de ce moment-là, ces leaders ont d'abord accepté que Laurent Gbagbo est leur chef. Quand c'est comme ça, vous n'avez plus de problème à l'intérieur. Ça veut dire quoi ? On lui doit, encore une fois, une stratégie personnelle, une intelligence pragmatique. On lui doit vraiment... C'est le pragmatisme. Oui, Fatim, je pense que quand on regarde le parcours du FPI, et je vous ai dit, tous les courants qui ont alimenté, donc qui ont contribué à la création, c'est vrai, il y a le leadership du président Gbagbo. Parce que quand il va en France, c'est lui qui essaie de rassembler tous ces groupements politiques. En France, ils n'étaient pas clandestins, puisqu'en France, il n'y avait pas de menace sur l'activité politique. Même en Côte d'Ivoire, ces groupes étaient clandestins. Mais en France, ils n'étaient pas clandestins. Donc, c'est vrai, il y a le leadership du président Gbagbo, mais il y a aussi la contribution, et j'insiste là-dessus, la contribution de tous ces intellectuels. Au début de mon intervention, j'ai parlé du professeur Aris Memel Foté, qui était aussi la figure titulaire intellectuelle de ce mouvement. Mais est-ce qu'il y a une contribution dans la stratégie du parti ? C'est ça, en fait. Absolument. C'est une stratégie collective. Il y a une tête de pont, qui est clairement le président Gbagbo, mais il y a la contribution de tous ces jeunes étudiants qui étaient en France. J'ai parlé de ces intellectuels-là qui sont retrouvés après au sein du mouvement pour l'initiative des droits démocratiques en France. Et puis, les cellules. À Abidjan, il y avait plusieurs cellules. Madame Gbagbo dirigeait une cellule, elle organisait, mais il y avait plusieurs cellules qui évoluaient chacun à son niveau. Donc, il y a une tête de pont, mais il y a aussi la contribution de toutes ces forces de gauche, des syndicats, le CINESI, le CINARES, on en a parlé. Donc, c'est un ensemble de mouvements qui se retrouvent dans la contestation du parti unique. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à Pascal Afine-Guessant, qui rejoint le FPI donc en 1986. Quelques mots, là aussi, sur son parcours avant qu'il n'intègre cette formation politique. D'où venait-il ? Qui était-il, Pascal Afine-Guessant ? Mais je vais peut-être laisser le soin. Oui, alors Pascal Afine-Guessant fait partie de la toute première vague d'ingénieurs des télécommunications de Côte d'Ivoire.
C'est très important. Donc c'était des jeunes cadres compétents, formés dans les télécommunications. Alors lui, il a été recruté pour le FPI par l'ancien ministre Liabi Douaya Théodule. C'est une recrue de Liabi Douaya. En 86, on rappelle que c'est toujours la clandestinité. Hein. Donc, Afin-Guessan, pour ses engagements, il est affecté d'Abidjan à Bouaké, où il n'avait rien à faire. Donc, de Bouaké, il était plutôt libéré pour faire de la politique. Quand en 90, le multipartisme arrive, il est le premier maire élu en région à Caen. Vous savez, à cette époque-là, le parti au pouvoir faisait tout pour que la politique se limite aux ethnies. Afin-Guessan devient le premier maire de Bongouane, premier maire FPI. Là, il est happé par Abou Draman Sangaré, qui fait de lui le directeur de cabinet de Laurent Gbagbo. Justement, donc membre de la direction nationale du parti dès 1990, vous venez de le dire, certainement à l'issue de sa victoire électorale. Quel sera son rôle dans le parti jusqu'à la crise de 2011? Oui, d'abord, préciser que le président Afin-Guessan, quand il intègre le FPI en 86, il est directeur des études et des stages de l'École nationale supérieure de PTT. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a se promener et qui n'a rien à faire. Non. Ensuite, César l'a dit, il est élu, d'abord il est candidat aux législatives dès 90, il perd les élections législatives, mais un mois après, il gagne l'élection municipale. Il est membre de la direction du parti dès 90, dès le premier congrès ordinaire. Ensuite, il est le directeur de cabinet dès 93, le directeur de cabinet du secrétaire général du parti qui était à l'époque, le président Laurent Gbagbo. Et il en devient son directeur de campagne en 95, même si, pour des raisons politique, le président Gbagbo ne sera plus candidat en 1995. Il est reconduit comme directeur de campagne en 2000 et c'est une campagne victorieuse. À la suite de quoi, il est nommé président, d'abord Premier ministre, et il est élu président du FPI en 2001. Donc, quand on regarde, il a toujours été dans la direction du parti et à haut niveau. Et en plus, très proche collaborateur du président Gbagbo dès 1993 comme son directeur de cabinet. Donc, ce n'est pas un nouveau venu. Donc, vous nous permettez de voir des liens de proximité entre ces deux hommes et on va s'intéresser maintenant, on reste dans la veine de la gouvernance au sein du FPI, mais on va s'intéresser à cette division qui fait l'actualité depuis plusieurs jours. Je vous propose d'écouter les réactions des populations au sujet de cette crise au micro de Sédou Ouattara. Le président Gbagbo et le président Afi doivent s'asseoir ensemble avec le bureau pour trouver l'union, trouver une solution au problème, afin de pouvoir rehausser le parti politique. Si un parti est divisé, je pense qu'il n'y a pas de force pour pouvoir avancer dans la lutte. Pour ce débat politique-là, vraiment, je ne suis pas trop dedans. Mais je pense que pour une histoire de paix, il faut que les deux hommes politiques-là partent au dialogue pour au moins pour faire avancer le pays, parce que tout ça ne va pas nous arranger. Donc il faut qu'ils s'attendent au fait. Concernant l'actualité politique au niveau du FPI, à mon humble avis, M. Afin-Guessan a été remercié par le président Laurent Gbagbo puisqu'ils lui ont confié toute la charge du FPI. Donc moi je ne trouve plus nécessaire des sorties de déclaration à l'encontre du président Laurent Gbagbo. Puisque tu voulais la présidence du parti, si t'ont donné la présidence du parti, tu n'as qu'à diriger le parti en un mot et oublier le reste. Je pense que pour la situation au sein de la famille du FPI, il gagnerait à s'asseoir et à discuter. Comme un des fondateurs, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo, disait asseyons-nous et discutons. Je m'étonne un peu qu'il ne fasse pas sienne cette maxime qu'il attend dit aux Ivoiriens, de s'asseoir et de discuter pour retrouver, pour ressouder les liens au sein de cette famille. Quand le président Laurent Gbagbo venait en Côte d'Ivoire, lors de son arrivée le 17 juin, il me suis dit que les choses allaient, en tout cas, aller pour de mieux. Ils allaient s'asseoir en même temps et puis discuter. Je n'ai pas pensé que son arrivée allait les séparer comme ça. En tout cas, c'est désolant. C'est désolant et vraiment, ça me décourage. Moi-même, je suis découragé de la politique de Côte d'Ivoire. Je pense bien qu'ils doivent s'asseoir
et discuter. En tout cas, pour le meilleur de la population de la Côte d'Ivoire, en tout cas. Bon, moi, je pense que c'est une cuisine d'abord interne. Voilà, une cuisine interne entre le père fondateur et son poulain. Et ils ne sont pas attendus. Donc, le père a décidé comme ça de créer un nouveau parti. Il n'y a pas de souci. Et le poulain va continuer la lutte selon lui. Maintenant, moi, je pense qu'en politique, il n'y a pas de... On ne fait pas du chantage, au fait. Afi voulait faire du chantage au président Gbagbo en demandant le poste de vice-président éternellement. Et Gbagbo dit non, ça ne se passe pas comme ça. Le maire a dit dans ses propos qu'à Bruxelles, Afi est venu le voir pour lui dire bon, je veux le poste de vice-président éternellement. Il se demandait, est-ce que c'est du FPI qu'Afi est en train de parler? Moi, ce que j'ai retenu dans les propos du président Gbagbo, c'est que quand tu quittes ton village pour aller dans un autre village, que tu croises une pierre en route, la pierre n'est pas ton objectif au fait. Donc c'est ce qu'il a fait, il a contourné ou peut-être il a continué à faire. Du côté de Laurent Gbagbo, il veut juste lui dire d'abord bonne arrivée au pays et puis lui demander aussi vraiment de pouvoir se calmer beaucoup. Il n'a pas beaucoup se calmer parce que vraiment, si je peux bien m'exprimer, en tout cas, Afi ça fait beaucoup pour lui derrière. Il n'a qu'à penser à ça aussi et puis vraiment essayer de revoir les choses. Après tout, c'est son frère ivoirien, ils ont fait la lutte ensemble. Puis jusqu'à présent, ça ne va pas, il aura essayé de revoir ça aussi. Alors avant de tenter de comprendre les raisons du schisme du FPI, j'aimerais avoir votre sentiment, on vient d'entendre la population. Je vais commencer par les deux analystes politiques. J'aimerais avoir votre sentiment sur cette situation, quand vous avez eu à suivre, comme mes chers confrères, et commenter la vie politique de cette institution. Quel est votre sentiment quand vous voyez cette crise actuelle ? Comment vous... Bien, alors, l'histoire nous enseigne beaucoup de choses. On se rend compte que dans la vie des partis politiques, notamment lorsque ceux-ci sont secoués de façon violente, comme ça a été le cas pour le Front populaire ivoirien, avec la perte de pouvoir en 2011, mais avec 10 années de guerre à gérer, les conséquences de la crise post-électorale étaient les suivantes. Le départ en exil d'un certain nombre de cadres, de plusieurs cadres du parti, l'emprisonnement de plusieurs cadres du parti, le transfèrement du leader. Et cette situation-là, bien entendu, ne va pas se gérer de la façon la plus facile possible. Il va se passer ceci. À l'intérieur du parti, des tendances vont naître, de toute évidence. Il y aura un bord qui va estimer que il faut se mettre dans la droite ligne du leader, faire en sorte que, en s'abstenant de jouer un rôle moteur dans la vie politique du pays, actionner donc des leviers, de sorte que des dividendes politiques soient tirés par rapport au leader qui est en prison depuis longtemps et ailleurs. Une autre tendance sera plutôt favorable à la participation à la vie politique. Et c'est cette tendance-là qui était représentée par Pascal Affi N'Guessan. Je voudrais dire ceci. À l'analyse, on personnalise bien souvent ce conflit entre deux personnalités qui se connaissent depuis bien longtemps, mais il ne fallait pas personnaliser. Parce que même si Pascal Affi N'Guessan n'avait pas été porteur de cette tendance, d'autres personnes auraient porté cette tendance. C'est mon analyse. Docteur Guipier, votre sentiment face à... Le sentiment qu'on peut avoir, c'est de se dire que on pense aux négociations, on pensait à l'unification de ce parti, pourquoi pas un congrès unitaire. On pense aussi, les personnes que vous avez interrogées dans le micro-trottoir l'ont dit, asseyons-nous et discutons, et on s'est trouvé en face d'un scénario complètement différent. À la décharge de ces deux personnalités, on évite quand même une longue bataille procédurière juridico-judiciaire. On peut dire que ces deux personnalités se séparent et tombent d'accord sur leur désaccord. On ne pourrait pas leur reprocher de ne pas s'être vus. Ils se sont vus en 2020, ils ont même partagé des déjeuners, des dîners, ils ont discuté sur l'état du parti et le président Laurent Gbagbo a estimé que certaines propositions, comme l'a dit le président Affi N'Guessan, ont été
jugée indécente, en tout cas, eu égard à sa situation de l'époque, et que cela confirmait ce que mon collègue vient de dire, qu'il y avait une tendance, et le président Affi N'Guessan l'a dit dans sa conférence de presse récemment, cette tendance souverainiste qui était à écarter et que leur chemin devait donc se séparer de ce fait. Alors, je vais vous poser aussi une question à mes confrères, mais avec plus de précision. La presse, vous représentez la presse dite de l'opposition, qui est aussi, qui a l'air d'avoir connu aussi des divisions, allant jusqu'à une séparation entre notre voix et la voix originale que chacun de vous respectivement représente aujourd'hui. Guillaume Bagdo et César et tout, était-ce là aussi pour des raisons idéologiques ou par affinité pour l'un des deux protagonistes dont on parle ce soir? Vous savez, avec des journalistes, on ne parle pas d'idéologie. Voilà, nous, on parle de ligne éditoriale. Voilà, on parle de ligne éditoriale. Première chose, il ne faut pas que les Ivoiriens oublient ça. Le FPI a été secoué par une crise qu'aucun parti politique en Afrique de l'Ouest n'a connue. La crise, la guerre qui a abouti le 11 avril 2011 et qui a vu le renversement du président Gbagbo. À partir de ce moment-là, beaucoup se sont imaginés que le président Gbagbo transféré à la Cour pénale internationale ne reviendrait plus. Moi, j'ai rencontré le président Affi N'Guessan parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le journal qui s'appelle Notre Voix, dans ses statuts, c'est le président du FPI qui est actionnaire majoritaire à 80%, qui peut prendre toutes les décisions là-dedans. Donc moi, j'ai rencontré le président Affi à l'époque et on a discuté chez lui, à Bois-Dicro, dans son village. Tout ce que j'ai compris, c'est que celui que le président Gbagbo a légué aux militants du FPI pour diriger son parti était convaincu que Gbagbo ne reviendrait plus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en tant que directeur de Notre Voix, les conflits ont commencé. Là où je conseillais qu'il fallait se battre pour que le président Gbagbo revienne, le président Affi ne voyait pas la chose de cette façon-là. Voilà donc le fond de la crise. Maintenant, il y a eu des pas qui ont été posés dans les activités du président Affi à sa sortie de prison en 2012 qui ont accentué la cassure. Mais ce n'était pas un conflit entre Laurent Gbagbo et Affi. C'était un conflit de gestion du parti, de gestion des décisions du parti, de gestion des statuts et règlements intérieurs du parti par le président en exercice. À partir du moment où le président estime qu'il fallait imprimer au parti politique une autre vision que la vision ancienne incarnée par le président Laurent Gbagbo. Donc vous avez pris acte, visiblement, vous êtes désolidarisé et vous avez créé un autre média. Je me suis désolidarisé parce que c'est par décence d'abord. Vous ne pouvez pas avoir un chef en difficulté et dès les premières secousses, lui tourner le dos. Il faut se battre. On comprend votre position. Maintenant, expliquez-nous la vôtre. César me fait rire parce que... je ne peux pas te faire rire. César me fait rire parce que César et tout était directeur général Notre Voix après la crise. Quelques jours après que le président Affi a été transféré à Bouna, le président Mamadou Koulibaly, qui assurait l'intérim, a rencontré César. Le président Mamadou Koulibaly souhaitait le changement du nom du FPI dès cette période. Et César était d'accord. Moi, César et tout. Oui, César, oui. Je suis... tu as parlé tout le temps, il faut que... non, ne dis pas de s'il te plaît, César, comme tout le monde nous écoute, tu as parlé, je t'ai écouté. Ne dis pas de César était... Non, César était d'accord. Je viens, Fatim. Il faut que César se calme. Et à cette époque, je me souviens bien d'une interview que le président Mamadou Koulibaly a accordée à Jeune Afrique. Et dans cette interview, il disait que le président Gbagbo s'était entêté jusqu'à l'irrationnel. César a fait publier cette interview dans Notre Voix. Et ça y est là, le journal est là. Donc César ne peut pas dire, alors qu'il était d'accord avec Mamadou Koulibaly, que le parti change de nom, il était d'accord et a publié dans Notre Voix une interview de Mamadou Koulibaly qui disait que le président Gbagbo s'est entêté jusqu'à l'irrationnel et qu'il méritait ce qui lui arrive, et venait dire 3 ans après que le président Affi lui aurait dit à Bois-Dicro qu'il n'est pas convaincu que le président va revenir. Deuxième chose, César n'est pas parti pour des problèmes de ligne éditoriale. César était, pour des raisons de gestion, devenu le PCA
et le directeur général. Et le conseil d'administration, en 2014, a souhaité séparer ces deux fonctions. Et César, qui était président du conseil d'administration, a voulu rester directeur général. On lui a proposé de se retirer de la salle pour que le conseil d'administration délibère. Il n'en a pas voulu et il est parti. Donc il ne faut pas venir qu'ils viennent faire croire qu'il y avait une affaire de chef. Non, c'est pas vrai. Les faits sont là et le journal, et les journaux sont là. Je ne pensais pas que cette question allait... ça parce qu'on ne va pas revenir dessus. Voilà. J'ai rencontré Mamadou Koulibaly en compagnie de son chef à lui, AVS, Abdoulaye Villa Sanogo. Chef à qui il était ton collaborateur? Pourquoi mon chef? Il était ton collaborateur? C'était mon collaborateur. Moi, je parle avec tout le monde. Pardon. Finissez, et puis on revient sur notre sujet, s'il vous plaît. Oui. J'ai fait publier l'interview de Mamadou Koulibaly parce que moi, je suis un journaliste qui est très indépendant dans la tête. Il fallait que nos militants sachent ce que Koulibaly pense. Et Koulibaly a été éjecté du FPI. C'est la contribution à son éjection. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, je suis allé rencontrer Mamadou Koulibaly avec AVS, qui est son directeur aujourd'hui. Je suis allé dire à Mamadou Koulibaly qu'avec son idée-là, il n'aura pas le journal avec lui. Que le journal allait lui tourner le dos. 5 minutes avant que Mamadou Koulibaly ne crée leader au Parlement, je l'ai eu au téléphone. Allez demander à Claude, son ami, Claude... non, attendez, monsieur. César a reçu de l'argent de Mamadou Koulibaly pour relancer le journal. Monsieur, on revient... À quel moment, ils ne sont pas d'accord. On revient sur les deux protagonistes. De l'argent. Non, attendez, j'ai posé cette question innocemment. Je ne pensais pas que ça allait prendre de telles proportions. Revenons-en, si vous le souhaitez. Mamadou Koulibaly vit. Il lui a donné de l'argent pour relancer le journal. À quel moment... Il est syndicaliste, mais il est très malhonnête. Non, bon, alors attendez, monsieur, ça prend une tournure. Non, ça prend une autre tournure. Monsieur César, ce sont des faits. César et tout. Ce que je dis, Monsieur Bateau. Il est vivant, il t'a donné de l'argent. Monsieur Bateau, est-ce qu'on peut revenir à Laurent Gbagbo, s'il vous plaît, et à monsieur Afin Guessan. Alors, le 3 avril 2015, la justice ivoirienne confirme Pascal Afin Guessan dans sa fonction de président du FPI et interdit finalement à Abdourahmane Sangaré et ses soutiens d'utiliser le nom et le logo du parti. Est-ce que la fracture entre les deux hommes est née de cette décision de justice ou y avait-il déjà des points de discordance? Je vais laisser les analystes politiques parler pour l'instant. Alors, je voudrais dire un mot sur ce à quoi nous avons assisté tout à l'heure. Les différentes manifestations des uns et des autres se présentent comme une expression, mais il faut plutôt regarder les causes profondes de tous ces éléments-là. Je pense que c'est ce qui peut justifier notre présence sur ce plateau en tant qu'analyste. Il faut voir au fond les différentes dynamiques qui se sont succédées, de sorte à ce qu'on assiste aujourd'hui au fait que deux confrères qui ont marché pendant de longues dates ensemble s'empoignent comme ça sur un plateau de On ne marche pas ensemble. Non, attendez, laissez-lui la parole. Laissez-lui la parole, s'il vous plaît, messieurs. C'est une façon de m'exprimer. Voilà. C'est une précision aussi qu'on fait. Merci beaucoup. On ne marche pas ensemble. On a bien compris. Allez-y, poursuivez. Alors, vous avez demandé précisément... J'ai demandé si la fracture vient de ce conflit juridique, cette décision juridique, finalement, de... Non, le conflit ne peut pas venir de cette décision. Est-ce que ça a été une étape supplémentaire ou est-ce que ça a été un enjeu? Je veux dire que ça y a contribué parce qu'un parti politique, c'est une affaire, une association privée. Et inviter l'institution judiciaire à se prononcer sur ce qui pourrait, le cas échéant, être sanctionné par les textes, les statuts et les règlements intérieurs, c'est inviter dans un contexte où on se méfie non seulement de ceux qui gouvernent, mais de ceux aussi qui jugent. C'est un contexte, c'est inviter quelque part les adversaires à se prononcer sur une situation interne. Donc, il est bien vrai, comme l'a dit mon collègue, que ça n'a pas commencé à cette période-là, mais ça a fortement contribué à radicaliser les positions et à les cliver davantage. Vous pensez quoi? Aux Gor, comme on les appelle, les Gbagbo-riens? Oui, dès lors, deux tendances se dégagent. On vient d'en parler. Ceux qui estiment qu'il faille... faire une pause, c'est selon, ou bien oublier, enjamber le corps, ou ne plus penser au fait que, ne plus s'accrocher au cercueil, on a parlé un peu de cette allégorie-là, oublier quelque part le président Laurent Gbagbo et se battre pour exister, pour devenir, sur la scène politique ivoirienne,
et ceux qui estiment que la situation du président Laurent Gbagbo, elle est non négociable et que c'est le point d'achoppement principal et que c'est le premier axe sur lequel on devrait négocier. Donc, dès lors, les positions se radicalisent, se fragilisent et se séparent. Alors, allez-y un mot. Oui, moi, je pense que c'est cette affaire judiciaire qui a causé la vraie rupture avec les militants, pas avec le président Gbagbo. Jusqu'ici, le président Gbagbo regardait ces choses-là de très loin. Je pense qu'il avait d'autres chats à fouetter. Être devant la Cour pénale internationale, ce n'est pas chose aisée. Mais le FPI a des organes pour réguler toutes les crises. Et cela a été fait. Vous avez le secrétariat exécutif, le secrétariat général, le conseil politique permanent, le comité central, la convention, le congrès, le comité de contrôle, qui est le gendarme interne. Dès qu'il y a des divergences, tous les problèmes peuvent se trouver, solution. Vous voulez dire quoi? Il ne fallait pas aller voir la justice nationale? Il ne fallait pas trancher? Oui, il n'en avait pas besoin. Il n'en avait pas besoin. Il ne fallait pas exposer ces dissensions au sein du parti, vous voulez dire, face du pays. Docteur Guy-Pierre, professeur de sciences politiques. Je ne sais pas si c'est une question de principe ou c'est une question conjoncturelle. Parce qu'une association, un parti politique en l'occurrence, quand il se crée, mais pourquoi il dépose ses statuts règlements intérieurs au ministère de l'Intérieur? Pourquoi? Pour être légalement connu. Oui, mais pourquoi? C'est en vertu de la loi. C'est librement en vertu de la loi. Non, pas seulement. Parce que le statut règlement intérieur est déposé au ministère de l'Intérieur pour que l'État sache quelles sont les règles de fonctionnement de ce parti. Oui. Et quand il y a des difficultés, et quand les partis prenants n'arrivent pas à s'entendre, qu'est-ce qu'on fait? On prend les machettes, on se bagarre ou on va au tribunal? Je constate, excusez. Attends, laissez-le aller vous dire son raisonnement. Mais l'instance judiciaire interne, en l'occurrence, le contrôle, il faut laisser s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me laisser parler? Docteur Guy-Pierre, tu as parlé longtemps, laisse-moi parler. Non, je n'ai pas parlé longtemps. Oui, je dis, le comité de contrôle, en l'occurrence, sur cette affaire, c'est complètement fouvoyé. En violation des textes du FPI. Et les preuves sont surabondantes. Et d'ailleurs, c'est ce que le tribunal a dit. Le président Afi n'avait pas d'autre choix que de saisir le tribunal à partir du moment où certains membres des organes du parti ont décidé délibérément de violer les textes du parti. Donc, le seul... Oui, mais la question de la candidature du président Gbagbo. Moi, j'ai ici le communiqué fait à l'époque par le ministre Dano Didier. Je viens avant. On ne va pas faire du coq à l'âne. Pour organiser le congrès du parti, le président du bureau du congrès a dit que pour le dossier de candidature, il faut une demande manuscrite. Dans le dossier du président Laurent Gbagbo, il n'y a pas de demande manuscrite. Mais ça veut dire... Attends, César. Malgré cela, ce n'était pas une demande manuscrite. C'était une demande d'altérographier. Ce n'est pas la même chose. Et c'est venu 10 jours après, hors délai. Donc le comité de contrôle, malgré l'absence de la demande manuscrite, a validé la candidature. Vous voulez dire quoi? Qu'ils étaient pro-Gbagbo dans les instances internes? C'était des faussaires. C'était pas pro-Gbagbo, c'était des faussaires. Alors, poursuivons le débat. Laurent Gbagbo semble se prévaloir de la légitimité, tandis que Pascal Affi-N'Guessan a pour lui la légalité pour être à la tête du parti. Comment cela vous interpelle? C'est une question qui est récurrente en politique et même des fois même au plus haut sommet de l'État. La légalité ne suffit pas à asseoir la légitimité, visiblement. Évidemment, parce qu'il s'agit de deux notions qui ne sont pas de la même nature, tout simplement. Parce que la légalité, ça renvoie aux droits, aux normes, etc. La légitimité, quant à elle, c'est le fait de reconnaître un pouvoir ou bien un individu ou un parti et se reconnaître dans celui-ci. Donc, c'est deux éléments qui sont disons, séparés. Bien entendu, dans un état de droit, la légalité est un élément extrêmement important. Mais accéder au pouvoir d'État va nécessiter également une légitimité, puisqu'il s'agit toujours déjà de convaincre le maximum de citoyens, d'électeurs et d'électrices, de sorte à accéder au pouvoir d'État. Je veux tout simplement dire que la confrontation entre les deux notions n'apporte pas grand-chose en réalité. Ça n'apporte pas grand-chose. Si aujourd'hui on prend en compte le fait que le score obtenu par M. Pascal Affi-N'Guessan aux différentes échéances auxquelles il a participé ne permettent pas d'asseoir une certaine légitimité,
il faut également interroger les conditions dans lesquelles la compétition a eu lieu. Il faut interroger également le fait que l'appareil politique, puisque le parti politique est un appareil qui appuie un candidat, ne fonctionne pas normalement du fait des dissidences. Donc il y a plusieurs facteurs explicatifs de cet état de fait-là, et je pense que le fait de mettre ensemble ces deux notions n'apporte pas grand-chose au débat. On va en parler. Je veux qu'on s'attarde pour l'instant sur la légitimité. Est-ce qu'être à l'origine de la création d'un parti suffit pour devoir le conserver, surtout qu'on n'a pas été aux affaires pendant 10 ans? Non, monsieur et tout. Vous savez, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a beaucoup de partis politiques dont les leaders, les fondateurs ont quitté le navire. Voilà, ce n'est pas le fait d'être fondateur qui crée la légitimité. Mamadou Koulibaly n'est plus président de leader. Vous comprenez? J'ai même appris tout récemment qu'un autre leader a quitté son parti politique. Mais sur quelle légitimité il s'appuie? C'est pas la création du parti. C'est quoi? D'avoir été élu président avec ce parti, de l'avoir mis au pouvoir? Continuer à incarner la vision du parti. Continuer à incarner la vision du parti, malgré le temps qui passe. Vous comprenez? Il est le seul à pouvoir incarner cette vision? Pour l'instant, les militants du FPI, en tout cas de ce qui constituait le FPI, créé, fondé par Laurent Gbagbo, continuent de croire que c'est Laurent Gbagbo qui constitue leur vision. Mais comment vous le savez? Vous les avez sondés? Comment? Vous les avez sondés? Ils sont tous là quand vous les appelez. Il fallait être au comité central du 9 pour les voir. C'est-à-dire que là-bas, on se compte. On sait combien de fédérations il y a et combien de fédérations répondent présentes quand on les appelle. C'est très important. Mais à contrario, Afine Guessan, conscient de la popularité, il faut l'avouer, de Laurent Gbagbo, qui s'est accru visiblement avec son arrestation et sa libération, n'aurait-il pas dû accepter finalement de prendre un second rôle au sein de ce parti? Pour répondre, avant de revenir à votre question, la question de la légalité, de la légitimité, pour ce qui concerne le président Afi, ne se pose pas au FPI. Puisque le président Afi a été élu par un congrès du FPI. Donc ce congrès-là, celui donne la légitimité pour diriger le FPI. Et aussi la légalité. Alors, les gens opposent la popularité du président Laurent Gbagbo à une prétendue légitimité que le président Afi n'aurait pas. Ça n'a rien à voir. Le président Afi n'est pas en concurrence avec le président Gbagbo sur tous les Ivoiriens. Il est le président du FPI. Donc il a la légitimité en tant que président du parti, élu par un congrès, et la légalité. Maintenant, vous me demandez si, en 2001, juillet 2001, Hôtel Ivoire, si tu étais en ce moment en chef, donc tu dois savoir. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que le président Afi n'aurait pas dû accepter un second rôle? C'est ce qu'il a fait. À Bruxelles, quand il allait rencontrer le président Gbagbo, après plusieurs tentatives qui ont avorté, après une journée d'échange, quand le président Gbagbo lui-même lui a demandé « Ok, fais-moi des propositions par rapport à la sortie de crise », il lui a fait la proposition « Bon, président, je pense que compte tenu de ce que tu es le fondateur, etc., on va organiser un congrès unitaire au cours duquel nous allons te plébisciter, mais comme tu n'es pas à Abidjan, je serai le vice-président et président par intérim. » Cette proposition qu'il a faite, c'était déjà d'accepter de jouer le second rôle. Malheureusement, cette proposition n'a pas eu. Pourquoi, allons-y directement et franchement, pourquoi le président Gbagbo a refusé cette proposition? Oui, ça se passe comme... Comment vous l'expliquez? Ça se passe comme la rébellion en Côte d'Ivoire. Vous voyez, on ne va pas... Lorsqu'il y a une crise à l'intérieur d'une nation, à l'intérieur d'une organisation, on ne va pas pour négocier des postes pour soi-même. Qu'est-ce que vous allez faire avec le poste quand vous avez réussi à créer la crise qui est là? Vous voyez? Donc, le président Gbagbo, le FPI ne fonctionne pas comme ça, madame. Au FPI, tous les postes là sont pourvus par élection. Au Congrès. C'est pas vrai. Je veux dire quoi? C'est pas vrai. Le vice-président, les vice-présidents sont nommés par le président du parti. Le président a dit qu'ils sont élus. C'est pas vrai. Avant Congrès, tu ne peux pas être nommé. Non, mais c'est une proposition avant Congrès, justement. Donc, tu peux mais pas Fatim, je voulais reprendre César au mot. Quand il dit que quand il y a une crise, on négocie pas les postes, mais il parle de rébellion. Mais justement, quand il y a rébellion, Soro Guillaume a négocié le poste de Premier ministre? Non. On n'a jamais négocié de pas de Premier ministre. C'est le président Gbagbo qui lui a proposé
pour la paix en Côte d'Ivoire. Il y a eu les accords, il y a eu les négociations de Ouagadougou, c'est ça. Arrête de falsifier les histoires. Bon, alors attendez. Moi, je veux qu'on reste sur... Je veux qu'on reste sur nos deux protagonistes. Messieurs, s'il vous plaît, restons sur nos deux protagonistes, s'il vous plaît. Messieurs, selon... Regardez, Laurent Gbagbo semblerait reprocher à Afin Guessan, nous dit-on, sa proximité avec le pouvoir en place. Certains parlent même de traîtrise. Est-ce fondé, ces propos? Est-ce fondé? Et pourquoi ce terme? C'est assez dur. Ça dépend certainement de là où on se trouve. De traîtrise, le mot un peu fort, mais au risque de nous répéter. Il s'agit de deux lignes après la perte du pouvoir. Le docteur Flan Moquet vient de le dire tantôt, et César Retour aussi l'a répété tout à l'heure. C'est un parti qui a été ébranlé, c'est un parti qui a été violenté avant sa perte du pouvoir. Et on ne connaît pas réellement de précédent. À l'époque, je disais que le Front populaire ivoirien était traité comme le parti base de Saddam Hussein. Voilà, des cadres en exil, en prison, d'aucuns exécutés, etc. Donc il y a un trauma profond qui est présent. Maintenant, dans la gestion de tout cela, on a vu que au niveau des lignes, il y avait deux tendances qui se dégageaient. Il faut préciser qu'il y a eu, dès le départ, une tendance qui a voulu négocier, n'est-ce pas, avec le pouvoir en place, et par la suite, une autre tendance qui estimait qu'on devrait attendre que le leader, que le chef de file, que le chef historique rentre avant de poser les jalons de quelque négociation que ce soit. Non, donc c'est un peu le départ de la division, au risque de nous répéter sur ce qui allait se passer par Mais allons sur Pascal Afin Guessan qui affirme... Il y a une erreur. C'est-à-dire que, vous savez, le premier président par intérim du Front populaire ivoirien s'est appelé Miaka Sylvain Oureto. Et Mamadou Koulibaly. Le second, tu veux dire? Et Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, il a été président intérimaire pendant à peu près un mois. Il n'a jamais même réussi à convoquer ne serait-ce qu'une instance du parti. Ça, ce n'est pas grave, c'est déjà passé. Mais celui qui est resté en poste pendant longtemps et qui a entrepris de discuter avec le pouvoir, c'est Miaka Sylvain. Fait Miaka, en juillet 2011 déjà, a écrit un mémo déposé sur la table du chef de l'État, Alassane Ouattara, pour inviter à la discussion. Donc on ne peut pas dire qu'il y avait une tendance qui ne voulait pas discuter. Mais discuter veut dire quoi? Ce que je voudrais ajouter, il y a deux tendances qui... Il y a la tendance de Miaka Oureto. À l'époque, le président Afin Guessan était en prison. Mais ce n'est pas la même manière, en tout cas présentée comme telle, ce n'est pas la même manière de négocier que celle du président Afin Guessan. Non, il n'y a pas eu de négociation, donc tu ne peux pas en juger. Parce qu'il n'y a pas le président Laurent Gbagbo qui est au centre des discussions. Si. Il n'y a pas le président Laurent Gbagbo qui est le point 1, si vous voulez, des négociations. Voilà ce que je Alors attendez, je veux qu'on parle de... Je parle des deux tendances qui négocient. Monsieur, attendez. On se comprend, il n'y a pas eu de négociation, mais la libération du président Laurent Gbagbo était posée dans le mémorandum déposé. Alors parlons de Pascal Afin Guessan, une priorité, qui affirme avoir demandé à 2 reprises, vous allez confirmer ou infirmer cette information, une audience avec l'ancien président Laurent Gbagbo, qui lui l'aurait refusé, en tout cas n'aurait pas donné suite. Déjà, est-ce vrai? Parce qu'on entend tout et son contraire à ce sujet. Et pour quelle raison ne veut-il pas le voir selon vous? C'est même pas 2 reprises. Dès sa sortie de prison, en 2013, le 6 août 2013 pour être précis, le président Afin était déjà sous sanction onusienne. Donc il ne pouvait pas voyager. Et il n'était pas seul. Simon Gbagbo, Eugène Dué, il y avait d'autres cas, Alcide Didier, etc., etc. Mais quand, autour de 2015, cette sanction a été levée, il a fait la demande. De 2015 jusqu'à janvier 2020, toutes ces demandes de rendez-vous ont été refusées. Et c'est le président Gbagbo seul qui peut répondre. Sinon, le président Afin a fait plusieurs demandes. Et l'une des avant-dernières qui a tourné court, c'est celle qui de mars 2019, où le président Afin est invité à rencontrer le président Gbagbo à Bruxelles et arrivé à Paris. Les amis du président Gbagbo lui disent, bon, il faut aller à RFI, sur RFI, annoncer que tu n'es plus le président du FPI avant de rencontrer le président Gbagbo. Donc, et ça s'est mal passé. Donc, on ne peut pas dire que c'est à 2 reprises, c'est à plusieurs reprises. Mais comment comprendre finalement que l'ancien président Laurent Gbagbo ait pu se réconcilier, on va dire, avec son adversaire d'hier et qu'il ne puisse, en tout cas qu'il ne daigne même pas rencontrer son allié, son ancien allié. Comment comprendre ce cheminement, ce fondement idéologique? Je ne dis qu'il ne daigne pas. D'abord,
Ah, visiblement, il a refusé. Le président Gbagbo a reçu le président Afin Guessan à Bruxelles. Non, pas à La Haye, à Bruxelles, le 4 janvier 2020. Ok. C'est à cette occasion, d'abord, comment il a obtenu ce rendez-vous? Il est passé par Kone Katina, qui est le porte-parole du président Gbagbo, au Ghana. Parce qu'Afin s'est déplacé jusqu'au Ghana pour aller dire ça. Pour aller faire dire à Kone Katina qu'il était là pour aller remettre le parti à son fondateur, le président Laurent Gbagbo. Donc c'est Kone Katina qui a négocié le rendez-vous en disant « Ah, pour une fois, Afin veut qu'il y ait l'accalmie dans le parti et il veut te remettre le parti. » Et c'est pour ça que le président l'a reçu. Et c'est pour ça que le président est parfaitement déçu, totalement déçu, de voir que son poulain est plutôt allé pour lui poser des conditions de gestion de son parti. Ça ne peut pas marcher. Mais je vais vous dire pourquoi le président, j'imagine, parce que quand même, en 30 ans, je connais un peu comment le président Gbagbo fonctionne. Vous savez... Bon, selon vous, en fait. Oui, selon ma lecture. Moi, je suis devenu psychologue. Voilà. Le président Afin a réussi à faire jeter ses amis en prison. Oh là là. Un congrès l'a exclu du parti. Oh là là. Laurent Gbagbo que vous voyez là, il a un respect scrupuleux des décisions que son parti prend. Je peux même vous citer des décisions pour lesquelles il a été mis en minorité, mais qu'il a été obligé d'aller conduire comme si, de défendre comme si c'était lui qui avait pris cette décision. Donc il respecte les décisions de son parti. Ce n'est pas comme Afin Guessan. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il ne reçoit pas. Mais à partir je sens que Guillaume Bateau en train de bouillir. Allez-y, réagissez. Nous sommes devant les téléspectateurs. Il vient de le découvrir. Nous sommes devant les téléspectateurs. Je suis ahuri que César dise que le ministre Kone Katina dit au président Gbagbo que le président va lui remettre son parti. Comme un colis. Mais le président l'a dit. Vraiment, si le président l'a dit, moi je ne vais même pas commenter ce que le président a dit. Voilà, parce que c'est surréaliste. Un parti démocratique et que le président, le ministre Katina, dise au président Gbagbo que le président Afisanga a venu remettre le parti en dehors de toutes les règles du parti, en dehors de tout congrès, et que le président Gbagbo soit convaincu. Moi, je suis ahuri. Non, mais attendez. Et je dis, quand César dit que le président Gbagbo respecte tellement ces textes qu'il n'a pas voulu recevoir, mais le président Gbagbo a reçu à La Haye tous ses adversaires. Tous ses adversaires. Adversaire de qui? Du président Gbagbo. Bani. Oui, mais il n'y a pas de texte. La crise à l'intérieur. Il n'y a pas de texte qui lui empêche de recevoir ses adversaires. Non, je n'ai pas dit qu'il y a un texte qui l'empêche, mais il n'y a pas de texte qui l'empêche non plus de recevoir le président Afin. Non, mais je suis en train d'essayer de comprendre. Vous venez de dire à l'instant que le président, vous ne comprenez pas qu'on donne un parti. Mais le président Afin Guessan semble accuser l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, d'avoir une vision, une gestion patrimoniale du parti. Bon, qu'est-ce qu'on pense? Si c'est ce que César a dit, si c'est que César a dit sur ce plateau est vrai, on peut donner raison au président Afin. Il a dit pire que ça. Je voudrais simplement analyser le système politique ivoirien à l'aune de ce que vous venez d'avancer tout à l'heure. La question de, entre griffes, la patrimonialisation ou encore de la personnification des partis. D'accord? La personnalisation des partis. Et ça, c'est une constante de la politique ivoirienne. C'est dommage. C'est une constante de la politique ivoirienne. Et quand vous observez principalement les trois grands partis qui sont présents sur la scène politique ivoirienne, on se rend compte que la personnalité du leader est tellement forte que le leader s'identifie lui-même au parti. Il s'identifie au parti. Dans les partis, on met en place des programmes fondamentaux, on met en place des programmes d'action, mais pour beaucoup de partis politiques en Côte d'Ivoire, le leader lui-même est le programme du parti. Et donc, on peut constater, et ce qui se passe au Front populaire ivoirien aujourd'hui peut arriver à tous ces autres partis d'ici 2025 ou 2030. Parce qu'il faut repenser, il faut revoir son approche de la gestion. Ça manque de démocratie en interne au sein des partis politiques ivoiriens. Ils ne sont pas démocratiques. Sans faire une rebarbative, un cours magistral sur les partis politiques. Les partis politiques sont les espaces publics qui sont les moins prompts à la démocratie en interne.
sans bifurquer vers les extrêmes que sont le Pakistan et l'Inde, où vous avez des dynasties qui possèdent des partis politiques. Hein. Je pense par exemple... Oui, ils ont les castes aussi. Je pense par exemple à la dynastie des Gandhi, sociologique. Qui possède le Congrès national indien depuis 1947. En tout cas, on peut se poser la question de savoir, mais qu'en est-il de la patrimonisation? Est-ce que les partis politiques appartiennent à certains leaders, etc. Guillaume Bateau est choqué de cela, mais en même temps, on peut se poser la question parce qu'on se pose la question de la longévité des leaders politiques. Et on voit en même temps que de l'autre côté aussi, dans le camp d'Afi, il y a quand même 20 ans de pouvoir, je ne dirais pas personnel, mais 20 ans en tout cas de pouvoir depuis 2021. Donc, finalement, la poire se coupe en deux à cette... Monsieur, je veux qu'on avance un peu, s'il vous plaît, dans le débat. Est-ce que, finalement, en créant un autre parti, on va en parler tout à l'heure d'ici la fin de l'émission, est-ce que Laurent Gbagbo fait preuve de sagesse, selon certains, ou il évite, justement, un feuilleton judiciaire qui lui aurait été défavorable? Avant d'y arriver, je pense que Fatim, avant d'y arriver... Ne prenez pas la parole en même temps. Le docteur Eddy, moi, je ne suis pas... enseignant les sciences politiques. Et il parle du président Afi en disant qu'il a été élu en 2001 et puis il est encore là. Il oublie, peut-être qu'il ne fait pas exprès, mais il oublie que dès 2002, c'est-à-dire un an juste après l'élection du président Afi à la tête du FPI, il y a la rébellion qui occupe le pays jusqu'en 2011. Et qui divise le FPI. Non, le FPI ne peut même pas organiser un congrès. Et jusqu'en 2011, personne n'a contesté. Et à la rébellion encore en 2012. S'il vous plaît, s'il te plaît, docteur. C'est Fatim qui te pose la question. Non, je demande. Moi, je peux bien te répondre. Je n'ai pas de problème avec ça. D'accord. Mais si tu veux que ce soit un débat entre nous deux, on peut le faire. Non, on va éviter, oui, s'il voilà, vous plaît. parce que c'est Fatim qui dirige le plateau. Maintenant, si... Oui, visiblement non, puisque vous prenez la parole comme vous souhaitez. Le président Afi sort de prison en 2013. Effectivement, il y a un congrès qui est convoqué en 2014. Mais on ne va pas revenir sur les péripéties qui empêchent le congrès. Donc, ce n'est pas tant que ça. La question qui se pose, est-ce que d'après lui, comme il y a la patrimonialisation en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est normal? C'est la question qu'il faut répondre. Et je veux que nos intellectuels nous disent si oui ou non c'est normal. Si ce n'est pas normal, qu'ils aient le courage de dire que ce n'est pas normal. Docteur Moki l'a un peu dit. Il avait dit il dit clairement que ce n'est pas normal. Bon, contrairement à vous, ils ne donnent pas leur opinion, ils donnent une analyse avec un peu de recul. S'il vous plaît, restons sur le conducteur de cette émission. Ça va beaucoup m'aider. Mais si on se demande finalement quelle est aujourd'hui l'opposition idéologique du FPI, parce que la vraie question c'est est-ce qu'on assiste à une guerre idéologique entre ces deux personnalités ou une guerre d'ego, une querelle de leadership? Bon, d'abord je souhaite profiter de cette question pour évacuer une question qui semble tarauder les esprits. Oui. Vous savez, personne n'aurait pu imaginer l'ANC sans Nelson Mandela vivant. Et pourtant, voilà. Il a quitté le pouvoir tant qu'il après est là, un seul mandat. Oui, tant qu'il est là, vous voyez, tant qu'il est là, il est l'icône. Mais ce n'est pas sa personnalité en tant que telle. Il est le porteur d'une lutte qu'il incarne et qu'il veut transmettre. Donc les gens doivent suivre. En Côte d'Ivoire, nous avons Laurent Gbagbo qui incarne cette lutte. C'est pour ça que les gens ont l'impression qu'il y a comme une gestion patrimoniale, comme vous dites, du pouvoir à l'intérieur du FPI. Non, le FPI, les militants, les Ivoiriens se reconnaissent dans la vision qu'incarne le président Laurent Gbagbo. Voilà le problème, comme a incarné, n'est-ce pas, Nelson Mandela. Alors, il s'est retiré la tête de l'ANC et du pays. Il était vivant. Mandela n'a jamais... Oui, il a été... C'est Thabo Mbeki qui a pris la suite à l'époque. Quand il s'est retiré la tête de l'ANC et de l'Afrique du Sud. Son combat a abouti. Vous voulez dire quoi? Il faut attendre que le président Gbagbo redevienne au pouvoir pour que la boucle soit bouclée et on n'est pas encore à ce stade-là. Bon, le combat de Mandela a abouti puisque l'apartheid a été démantelé. Mais le président Gbagbo a pris le pouvoir avec le FPI. Quelqu'un d'autre prend. C'est un aboutissement aussi. Le président Gbagbo, avec le FPI qu'il a créé, il est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, il n'a pas pu le faire. Alors, répondez à ma question. Est-ce un affrontement idéologique? Est-ce qu'il y a une différence idéologique entre M. Pascal Affi-N'Guessan et M. Laurent Gbagbo? Oui. Ou c'est une guerre de leadership et peut-être d'ego? Non, pas du tout. C'est un combat idéologique et je peux vous le dire. Alors en quoi? Alors en quoi? C'est-à-dire quoi? L'un social-démocrate, l'autre est socialiste, l'autre est encore marxiste, léniniste. Bon, quelle est l'idéologie qui les oppose? D'abord, il y en a un qui a
clairement déclaré à ses camarades de lutte, à Finguessan, qu'il faut abandonner la souveraineté. C'est-à-dire Le FPI est un parti souverainiste. Le FPI veut une Côte d'Ivoire indépendante, totalement indépendante, qui décide pour elle-même. Vous comprenez? Avant d'être candidat, on ne va plus défiler en France pour aller demander... Vous nous parlez quoi? De la lutte, les francs CFA, enfin ces questions-là? Tout ça. Jusqu'à la monnaie, jusqu'à la façon de gérer le pays. Il n'est inscrit nulle part dans aucun test du FPI. Nulle part. Ouf. Nulle part. Toi, tu le FPI parles est plutôt un parti d'Afi. socialiste internationaliste. Il parle du FPI d'Afi. Moi, je parle du FPI fondé par Laurent Gbagbo. Non, attendez, vous voulez dire... Non, mais c'est intéressant. On veut comprendre, messieurs, on veut comprendre la problématique idéologique entre les deux. Vous nous dites que c'est une histoire de souverainisme. Oui, il a déclaré l'abandon de la souveraineté, de la lutte pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà très grave. C'est déjà très profond pour mériter ce qui lui arrive. Alors, messieurs, est-ce que vous avez eu écho de cette position? La question idéologique, c'est une colle à tout ce qui nous est posé, parce que la trame idéologique paraît peu, alors qu'elle doit être à chaque fois réifiée dans nos discours. Pour corroborer un peu ce que César Etou vient de dire, je l'ai lu récemment dans le compte-rendu, dans le transcrit de la conférence de presse du président Afi N'Guessan, où il arriverait à minorer cette question de souveraineté. Voilà, où il arriverait à minorer cette question de souveraineté, tandis que, de l'autre côté, le président Laurent Gbagbo, il y a l'article 3 que tu peux consulter. Article 3, le FPI est une union volontaire qui réunit les Ivoiriens contre toute forme de domination intérieure et extérieure. En article 3. Ça n'y est plus dans le parti d'Afi. Bon. Alors, voilà. D'accord, donc ce serait ça le fond. Apparaît comme étant la seule petite trame idéologique qu'on peut mobiliser pour expliquer cette querelle. Mais, bien entendu, il s'agit d'une querelle de leadership. Et ce n'est pas la première fois qu'on a un affrontement entre un maître et son disciple. Ça s'est déjà vu à plusieurs reprises, même sur la scène internationale, si vous me laissez finir. Au Sénégal, ça s'est vu entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Au Burkina Faso, entre Roch Marc Kaboré et Blaise Compaoré, etc. Donc, il peut arriver qu'il y ait un leadership à l'intérieur d'un parti, enfin, une querelle de leadership à l'intérieur d'un parti politique. Fatih, juste pour le l'article 3, et il est là, le Front populaire ivoirien est un parti socialiste. Il est membre de l'Internationale socialiste. Il proclame son attachement aux idéaux d'égalité, de liberté, de justice et de démocratie pluraliste. Il proclame en outre son attachement à l'intégration ouest-africaine par toute structure appropriée. Il adhère au principe régissant l'OUA, à l'époque, qui est l'Union africaine, et l'ONU. C'est un statut qui date de 2001. Oui, mais c'est le test où, en tout cas, mais à quel moment j'ai cité celui du Congrès de Mossou. Donc c'est à Mossou, bon. C'est un congrès illégal. Mais cette disposition se retrouve, une union volontaire de personnes qui s'unissent contre la domination. Le congrès de Mossou, c'était un congrès illégal. On a bien compris. Poursuivons. Alors, sur le plan électoral, Afi N'Guessan, parce qu'on va faire quand même un peu le bilan de ces deux différents présidents du FPI, il était candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015, a recueilli 9,2% des voix. Il est arrivé quand même, on va dire, second. Aux élections législatives du 6 mars 2021, sur les 85 candidatures proposées par le Front populaire ivoirien, dirigé donc par Pascal Afi N'Guessan, seuls 2 candidats sont élus. Comment expliquez-vous cette faiblesse, finalement, de résultats? Est-ce que ce n'est pas là où le bas blesse et ce n'est pas le principal handicap de Pascal Afi N'Guessan, ces résultats électoraux? Oui, bien sûr que les résultats sont extrêmement importants parce qu'il s'agit de conquérir des sièges, il s'agit de prendre le pouvoir d'État et donc l'étape de des élections est une étape cruciale dans la vie d'un parti politique ou bien d'un acteur politique qui s'intéresse à la question. Et bien entendu, comme vous le dites, ces différents scores-là sont des scores vraiment... ce sont désastreux pour le candidat Pascal Afi N'Guessan. Sont désastreux. Mais je ne vais pas seulement en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, me limiter à ces éléments-là pour expliquer le fait que Pascal Afi N'Guessan ne pèse que véritablement 9% et n'a que 2 sièges, etc. Il y a d'autres contingences qui pourraient peut-être expliquer
qui pourrait être... Il a subi un sabotage au sein de son parti. Oui. On a l'impression que c'était l'explication que vous donnez tout à l'heure. Oui, il y a également tous ces éléments, c'est-à-dire que toute la dynamique qui a accompagné le processus depuis 2013, depuis 2013, etc., cette division au sein du FPI, par exemple, qui parfois lançait 2 messages à la fois, pendant qu'une tendance demandait aux militants d'aller se faire enregistrer, d'aller se faire enrôler, une autre tendance disait « n'allez pas vous enrôler », pendant qu'une tendance s'engageait pour l'élection, une autre tendance disait que ne partez pas vous présenter aux élections. Tout cela peut créer la confusion totale dans l'esprit des militants et des électeurs. C'est pourquoi je pense que l'arrivée du président Laurent Gbagbo aurait pu être le moment crucial qui puisse entraîner ce parti politique-là vers l'unité. Messieurs, j'aimerais qu'on suive un extrait de l'annonce de l'ancien président Laurent Gbagbo de quitter le FPI, suivi de la réaction de Pascal Affi-N'Guessan lors de sa conférence de presse. Morceau choisi par Christelle Meledj. Camarades, au sujet de notre existence, nous sommes le Front populaire ivoirien. Sur les chemins de la lutte, on rencontre souvent quelques écueils. Tu marches, et tu vois une pierre, tu ne te bats pas contre la pierre, tu la contournes ou bien tu sautes. Sur notre chemin, nous avons rencontré Affi-N'Guessan. Aujourd'hui, Affi s'agrippe au poste le président du FPI. Donc, aujourd'hui, je suis revenu de prison et d'exil. Il nous faut avancer. Donc, je propose au comité central la solution suivante. Laissons Affi avec l'enveloppe qu'il détient. Et nous allons prendre la décision, dès aujourd'hui, de créer notre propre parti avec le même contenant. En décidant d'aller créer un autre parti, de ne pas s'engager dans une bataille juridique et de contourner la pierre, Laurent Gbagbo reconnaît implicitement qu'il n'est pas le président du FPI. Pourquoi, pendant 7 ans, s'est-il donc prévalu de ce titre pour semer la confusion au sein de l'opinion, entretenir cette crise de leadership, endosser des déclarations en cette qualité, entretenir sur le terrain des structures parallèles et illégales qui utilisent les symboles du parti et organisent des manifestations sans la caution du parti. Il a causé au FPI un grave préjudice moral et politique, sa crédibilité qu'à ses résultats électoraux. De son fait, notre parti est aujourd'hui affaibli. Messieurs, à quoi pourrait-on s'attendre en ce qui concerne le futur parti politique du président Gbagbo? Quelle sera cette formation politique et sa ligne, on va dire, idéologique? Moi, je pense que au-delà même de la ligne idéologique, on nous a épargné, en tout cas, une querelle juridico-judiciaire qui aurait peut-être créé encore plus de ressentiment, plus de division et qui aurait encore pénalisé la gauche. Aujourd'hui, en l'absence d'élections qui soient programmées, que ce soit des élections à mi-parcours, des élections municipales, régionales, etc., la vie politique est somme toute assez plate. Hein, assez plate, il n'y a pas vraiment d'événements qui puissent entraîner certains pics. Et cette décision, qui est surprenante au demeurant, apparaît comme étant, permettez-moi l'expression, une sorte de petit piment dans la mare pour essayer de raviver un peu, animer un peu la vie politique. Donc ça va au-delà de cet aspect. Oui, au-delà de l'animation que ça va susciter chez la population, quel sera le fondement idéologique du futur parti? Alors, la gauche socialiste. Mais justement, quelle innovation? Puisque vous nous parlez de la souveraineté, mais bon, il n'y a pas vraiment de combat idéologique entre ces deux partis. Quelle innovation va-t-il apporter, Laurent Gbagbo, à part sa personnalité et sa popularité? L'intervention du président Laurent Gbagbo nous renseigne suffisamment. Quand il dit « nous laissons l'enveloppe à Pascal Affi-N'Guessan, créons un nouveau parti avec le même contenu ». Donc ça sera blanc, bonnet blanc. C'est ce que je pense justement. De mon point de vue, blanc, bonnet blanc. En disant moi je pense,
quand je l'écoute, il s'agit du même contenu idéologique. Parce que le contenu pour un parti politique, ça peut signifier quoi? Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas non plus les architectures, etc. Mais c'est l'idéologie. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au sortir de cette expérience que le président Laurent Gbagbo a eu à vivre, une expérience assez dramatique et triste, il va s'agir pour l'avenir du parti qui sera probablement créé par le président Laurent Gbagbo de surfer sur le souverainisme. Donc, on va voir que les questions du socialisme démocratique vont exister, certes, mais comme il s'agit d'un marché politique où il faut aller pour convaincre les gens, il s'agira de surfer sur le souverainisme. C'est ce à quoi je m'attends pour ce qui concerne l'avenir de ce parti. Bon, les partis politiques, c'est aussi le jeu des alliances. Lors de la dernière élection présidentielle, on se souvient tous que le CNT, dont le président Henri Konan Bédié était, on va dire, était dirigé par ce dernier, et Pascal Affi-N'Guesson en était le porte-parole. Laurent Gbagbo s'était désolidarisé de cette initiative, mais depuis son retour, il a été reçu de manière très médiatique par le président Henri Konan Bédié. Selon vous, quelle sera la position finalement du PDCI face à ce schisme? À quoi peut-on s'attendre? Bon, peut-être qu'il faut poser la question au PDCI. Ben, je veux dire que... Mais vous avez quand même certainement une hypothèse. Aujourd'hui, le président Bédié a 87 ans. En 2025, il en aura 91. Moi, j'espère que le PDCI va organiser le passage de témoins pour que plus jeune que lui puisse porter ce parti historique. Et je pense qu'avec le départ du président Gbagbo, donc la création de son futur parti, on va avoir accès à un renouvellement de la classe politique, à un renouvellement des idées politiques. On l'a dit, mes contradicteurs sur ce plateau disent que le président Gbagbo va surfer sur le souverainisme. Bon, le FPI, c'est un parti internationaliste, un parti qui pense que la question de l'intégration ouest-africaine est une question principale et importante, si nous voulons que notre pays s'intègre dans la mondialisation qui est là. Donc, il y a peut-être une différence idéologique sur ce point. Maintenant, le PDCI, qui a toujours été un parti proche des populations, avec ses idées, bon, on dit souvent un parti de droite, mais je ne le dis pas trop, parce que moi je pense que le PDCI n'est pas un parti de droite. Bref, j'espère qu'avec AFI, d'autres figures vont émerger au PDCI, au RHDP, et puis le débat va être moins porté sur les individus. Mais donc vous attendez du PDCI ou du successeur de Henri Konan Bédié d'être proche de Pascal Affi-N'Guesson, vous écoutez. Pas forcément qui défend ses idées. Une autre figure de la vie politique, j'aimerais, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, messieurs, excusez-moi. Simone Gbagbo, qui est membre fondateur du FPI et dont on connaissait les désaccords avec Pascal Affi-N'Guesson et dont on découvre tous finalement les problèmes d'ordre personnel avec Laurent Gbagbo. Elle était présente à sa prise de parole, mais là aussi, on sait qu'elle jouit d'une certaine popularité dans le pays. Avec qui pourrait-elle finalement s'allier Mais ce n'est même pas une question à poser. Ah, voilà. Donnez-nous quand même la réponse. Ce n'est même pas une question à poser parce que Simone Gbagbo, on l'a dit sur ce plateau, est fondatrice du FPI qui est en train de disparaître. Non. Un autre parti. Le FPI ne disparaît pas. Enfin, le FPI, que le président Gbagbo a quitté. À la manière, Laurent Gbagbo est en train de disparaître. Non. Il va rester l'enveloppe. Simone Gbagbo se retrouve là où se trouve le contenu. Vous comprenez? Donc, ce n'est même pas une question à poser. Maintenant, ce dans quoi nous, on évite de rentrer, ce sont les conflits à l'intérieur d'un couple. Voilà. Mais pas le couple politique. Sur le couple politique, je peux vous faire une confidence que madame m'en excuse parce que moi, je lui ai posé la question. Elle donnait des conseils à des gens qui lui étaient très proches et j'ai assisté à ça. Premièrement, ce qui se passe, tout va bien. Deuxièmement, si vous m'aimez, vous devez accepter Laurent Gbagbo, quoi qu'il arrive, comme étant notre chef. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre ça? Tout le monde dit non. À partir de ce moment, nous restons dans le parti que Laurent Gbagbo va former, et nous restons des cadres, nous restons des militants, et nous allons tranquilliser notre formation pour aller à la reconquête du pays, parce que le pays a besoin de cela. Moi, j'ai entendu ce conseil-là de la part de Mme Gbagbo. Donc, il faut rester calme et voir vers où
le président Gbagbo veut aller en évitant, comme a dit Eddy, en évitant ce clash juridique que personne ne veut en Côte d'Ivoire. Mais en partant en rang dispersé à l'élection présidentielle 2025, la gauche ivoirienne, finalement, ne fait-elle pas le jeu du pouvoir en lui offrant, on va dire, un boulevard vers la victoire en 2025? Alors, je profite pour répondre à ça sans... Ah non, mais il faut peut-être distribuer la parole. Il faut distribuer la parole, parce qu'on est pris par le temps, c'est pour ça que je n'ai pas le temps de faire un tour de table, messieurs. Ah, bon. Moi, je me suis regardé aussi. Bon, allez-y, monsieur. Allez-y. Vous aussi, vous avez beaucoup parlé, monsieur Bateau. Allez-y. Laissez M. Guipier vraiment. On a beaucoup trop parlé. Monsieur Guipier, allez-y. Ne vous laissez pas faire. Laquelle déjà? On a tellement parlé. Non, la question, moi je peux répondre. Bon, allez, voilà, pour le coup, allez-y. Voilà. Je pense que, d'abord, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici 2025. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que la gauche va ouvrir un boulevard au RHDP. Mais la désunion, ça. Oui, la désunion est un handicap. Mais je dis, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On a 4 ans d'ici 2025. Chacun va faire son offre politique, chacun va aller au contact des Ivoiriens avec ses idées, et puis les Ivoiriens vont trancher. Je ne suis pas sûr que le RHDP soit aussi performant aujourd'hui. Il y a, si demain le président va sortir de la tête du RHDP, qu'est-ce qu'il vous dit qu'il ne va pas avoir aussi des scissions? On parle de la situation du président Bédier. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'il ne va pas avoir des scissions? Donc, soyons patients, prenons acte des événements qui se déroulent sous nos yeux, et puis espérons un débat démocratique sain. Espérons un débat démocratique qui ne nous envoie pas encore vers des violences en 2025. C'est ça qu'il faut espérer et c'est à ça qu'il faut travailler. Alors, restons dans la, on va dire, projection. Selon vous, Laurent Gbagbo sera-t-il le candidat de son futur parti en 2025? Est-ce que c'est une possibilité, j'ai envie de dire, au stade des choses, cela est vraiment difficile à dire. Hein. On ne peut pas... Mais pourquoi former un parti alors si... oui, ça c'est une question centrale. Créer un parti à 76 ans, pourquoi? Oui. On peut se poser la question. Mais surtout, justement, est-ce qu'il n'est pas en train de casser le mythe qu'il a... Pourquoi ne pas prendre les fondamentaux? Premièrement, constatons au moins que Laurent Gbagbo n'est pas revenu de prison pour aller à la retraite. OK? Ça, on a compris. Deuxièmement, il est en train de prendre son temps pour tranquilliser la vie à l'intérieur de son parti. Ça, c'est deuxième chose. De son futur parti? De son futur parti. Deuxième chose. Un parti qui n'est pas encore créé, il y a des problèmes déjà pour qu'il le tranquillise? Il vient de le tranquilliser, de tranquilliser son parti qu'il a déjà créé, mais qui va changer de nom à cause de vous. Bon, il a déjà créé. Et ça va être tranquille. C'est une logique à partir de ce moment, à partir de ce moment, 2020, on va regarder 2025 avancer. Ce sont les partis politiques qui vont décider de qui peut être candidat. Oui, je réitère ma question. Vous l'avez dit, c'est vrai qu'il a dit qu'il était un soldat et qu'il allait, on a compris qu'il allait vouloir jouer encore un rôle politique, mais beaucoup s'attendaient à ce qu'il prenne sa retraite politique. Et encore une fois, comment expliquez-vous son envie d'être encore dans le combat politique et est-ce qu'il ne risque pas de détruire le mythe constitué autour de lui en agissant ainsi? Peut-être qu'il aurait détruit ce mythe en déclarant se mettre à l'écart. Il détruirait cette lutte, cette vision en déclarant se mettre à l'écart. Fatim, Dieu merci, il est encore là. Tu vois bien que mes contrats ont du mal à répondre à ta question. Il n'y a pas vraiment parce que le président Gbagbo lui-même disait, il y a quelques années, il y a plus de 75 ans, on n'a plus la force nécessaire pour diriger un pays. En ce moment, il n'était pas attaqué par des gens en armes. Vous comprenez? Sa lutte n'était pas brisée. Moi, j'étais le directeur de Notre Voix, je peux vous le dire. Non, on ne va pas revenir sur les journaux, s'il vous plaît. Écrire des livres. S'il vous plaît. Parlons de Pascal Anvin Guessant. Est-ce que là aussi, lui, ici, sera le candidat du FPI, on va dire, statutaire ou légal, pour l'élection présidentielle de 2025? Il y a un congrès qui va aussi amorcer une nouvelle... C'est ce qui serait logique. Vous voyez, enfin. Allez-y, monsieur. Il y a un congrès qui va amorcer, en tout cas, une nouvelle dynamique au sein du parti d'Afin Guessant. Le FPI, enfin, débarrassé de l'homme tutélaire de son mentor, Laurent Gbagbo. Il pourra
enfin voler de ses propres ailes aussi. Mais n'oublions pas que lui aussi, tout le monde parle de l'âge du Big Three, de Laurent Gbagbo, de Alassane Ouattara et d'Henri Konan Bédié, mais n'oublions pas que Affi N'Guessan lui-même n'est pas tout jeune. Et puis, pourquoi pas... T'es plus jeune que les autres. Oui, mais les partis politiques étant des aires de démocratisation, pourquoi ne lèguerait-il pas le parti à quelqu'un d'autre, par exemple? Mais avec son entêtement à conserver la direction du FPI, ne va-t-il pas perdre finalement l'affection, voire la crédibilité de certains militants? Effectivement, c'est un risque. Hein. C'est un risque réel qu'il court. Cela peut démobiliser beaucoup de militants du Front populaire ivoirien quant à le suivre. Mais je pense qu'ici, il y a tout un jeu de communication, il y a des arguments à présenter, et tous ces éléments-là, tout dépendra de cet environnement et de la réception de ces messages, par les différentes populations. Je voudrais répondre à la question précédente, est-ce que Pascal Affi N'Guessan sera le candidat du Front populaire ivoirien tel que les choses se présentent aujourd'hui? Oui, je pense que de toute évidence. Parce qu'il le dit, il dit qu'il dépasse, lui, la question du Front populaire ivoirien, le président du Front populaire ivoirien ne l'intéresse pas, et que c'est d'être président de la République. Donc, en prenant en compte une telle affirmation, on peut dire qu'à 4 ans, il y a vraiment 99% de chances que Pascal Affi N'Guessan soit le candidat du Front populaire ivoirien. Mais donc vous imaginez une confrontation 2025, Laurent Gbagbo face à Pascal Affi N'Guessan? C'est même plus clair. Ce sera plus clair. Bon, en politique, généralement, il ne faut pas écarter toutes les histoires. On ne dit jamais. Ça, pour répondre à ta question, Fatim. Ce sera la dernière réponse. C'est tellement que le président Affi va perdre le soutien d'un certain nombre de ses camarades. Mais aussi, d'autres vont venir. Parce que le mouvement sur le champ politique est un mouvement d'aller-retour. Mais en attendant, c'est lui qui connaît des défections pour aller de l'autre côté. Bon, les défections espérées ne sont pas celles qui sont venues. On voit une sorte de transfuge, oui, mais plus dans un sens. Nous, on écoute, mais les défections espérées ne sont pas encore venues. Parce que celles que j'ai vues là, ça ne vole pas très haut. Donc si vous espérez des défections, c'est bien. Alors, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment pour votre participation, de votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis et restez sur RTI 1.